lors d'une de ses conférences de presse, le président honoraire Joseph Kabila avait dit qu'il n'avait pas réussi à changer le Congolais, en tout cas les mentalités des Congolais. Et pourtant, il faut que nous changions, parce que c'est pas possible. On dit que les richesses potentielles qui se trouvent sur notre sol, il n'y en a pas sous d'autres cieux. Je ne sais pas si on exagère ou si on dit la vérité. Alors, pourquoi les populations demeurent pauvres? Il faut nous poser la question. Alors, pour Norbert Yamba, au cours de la dernière émission, il nous a convié à un parcours initiatique pour retrouver l'esprit congolais. C'est le fondement du développement. Modeste Boligaba, qui était avec nous et qui est avec nous encore aujourd'hui, propose que ce soit les meilleurs d'entre nous qui prennent entre les mains les affaires. Meilleurs ne voulant pas dire des grands intellectuels universitaires, parce que pour Norbert Yamba aussi, eh bien, l'école congolaise, c'est une école d'importation. Mon ami Mobimba Ashimba, lui, avait procédé à une analyse de l'actualité. En 71, quand il était arrivé à Kinshasa, il y avait 24 communes pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, avec plus de 13 millions d'habitants, toujours 24 communes. C'est pas normal. Il a parlé également des ketchs qui envahissent nos rues, mais est-ce qu'on s'est préparé à les accueillir? Voilà des interrogations qui ont été posées au cours de la première émission. Je vous propose de voir mes invités. Il y a Maître Magali qui était en formation en Europe, toujours l'Europe. J'espère qu'on n'a pas continué à le déformer. Non, il est allé s'informer davantage sur le cursus qui est le sien. Alors, j'ai également Norbert Yamba qui est avec moi. Norbert Yamba, bonsoir et bonjour. Bonjour, bonsoir. Et Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibarbi. Maître Magala, on n'est pas allé vous déformer, au contraire. Non, loin de là. En fait, l'information, il faut la suivre partout, elle est disponible. Donc, c'est de l'intérêt aussi de cette émission. Tout le monde a parlé au cours de l'émission passée. Je vais résumer, peut-être pas exactement dans les mêmes termes, ce que mes invités ont dit. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand on vous dit le Congolais doit changer? Par quoi pensez-vous qu'on devrait commencer? Merci beaucoup. Je crois qu'on devrait d'abord commencer par définir l'identité du Congolais. Parce que si on doit changer, c'est par rapport à une identité. Comment se définit le Congolais d'aujourd'hui? Qui est-il? Il s'est défini par rapport à quoi? J'ai suivi l'émission quand M. Yamba parlait de cette crise, de cette carence d'identité pratiquement. Il a raison, en partie. Qui est l'homme congolais aujourd'hui? On a en fait un homme hybride qui est en partie dans sa tribu, qui est en partie en Occident, qui est en partie dans la culture mouvante congolaise, tel que on ne sait pas identifier l'homme qui doit changer. Premier problème. Le second problème, quand il doit changer, il doit migrer vers quoi? Parce que la société lui propose quoi? Quand vous suivez les gens qui réfléchissent sur les sociétés, ils nous donnent deux façons de faire. Il y en a qui estiment que la société évolue naturellement par la libre action des individus. Ça, c'est une idée. Il y en a d'autres qui estiment que les gens doivent mettre un effort ensemble pour trouver une voie vers laquelle amener une société. C'est aussi une vérité. Et nous nous situons où? Je prends un exemple. Tout le monde parle de démocratie.
Mais la Chine a décidé d'avancer sans démocratiser. De se développer, mais sans démocratiser. C'est un choix. C'est-à-dire que toute la théorie sur la démocratie occidentale peut ne pas tenir à un moment et avoir des résultats. Nous avons ici aussi notre façon d'exprimer notre démocratie. Mais est-elle réussie? Là, je me réfère aux élections, à tous les niveaux. Est-elle réussie? Bon, qu'est-ce qu'on veut faire de l'homme congolais? C'est là le problème. Quand on prend la situation globale telle qu'elle est présentée lors de l'émission passée, à laquelle j'adhère d'ailleurs, je crois qu'il faudrait d'abord résoudre ces deux problèmes, ces deux points de vue. Oui, merci Maître Magala. On avait beaucoup tourné autour du leadership. Alors, on a conclu en disant que ce leadership que nous cherchons doit être alimenté. Et pour cela, il faudrait peut-être proposer une rencontre dont il faut chercher les formes. Modeste Bonigaba, vous y avez réfléchi, c'est sur cela qu'on avait chuté, qu'il faut se réunir, que les intelligences se mettent ensemble pour trouver la voie dans laquelle on pourrait se diriger tous ensemble. Vous avez trouvé la forme de cette rencontre des intelligences, je ne dis pas des intellectuels, des intelligences. Eh bien, merci pour la question. Mais poser la question, c'est déjà y répondre parce que nous, ici, le simple fait de faire cette proposition nous met en difficulté parce que on va se chamailler sur qui va être dedans, qui a pourquoi, et pas tel, etc. Donc, le risque est qu'on n'arrive même jamais à démarrer. Peut-être faudrait-il plutôt inviter les gens à répondre à des questions précises. Parce qu'il ne faut pas les inviter pour qu'ils viennent se mettre ensemble. Non, vous dites, voilà, nous avons dit que, comme vient de dire Maître Magala, nous avons des identités multiples et variées, tout en s'appelant tous Congolais. Notre ami Norbert avait dit l'autre jour que l'école qui nous forge est déjà elle-même suspecte de ne pas forger le bon Congolais. Donc, il y a des vrais problèmes qui sont là et qui risquent de ne jamais être résolus parce que chacun voudra venir justement avec son école de pensée, sa façon de voir, et finalement on n'en sortirait pas. Mais si on disait plutôt que, comment faire en sorte que seuls les meilleurs d'entre nous nous gouvernent à tous les niveaux, que chacun amène sa contribution pour régler ça. N'est-ce pas? Ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. On n'a pas dit que les 80 millions de Congolais doivent tous avoir une réponse à ça. Mais seuls ceux qui ont des réponses à proposer pour qu'effectivement, seuls les meilleurs d'entre nous, à tous les niveaux de gouvernance, dans nos facultés, parce qu'il ne faut pas croire que ça se limite seulement au champ politique, mais partout, dans nos facultés. Pourquoi on continue à nommer des gens sans que ce soit effectivement un processus qui laisse émerger le meilleur pour diriger la faculté, le meilleur pour diriger l'université, le meilleur pour diriger partout. À partir de ce moment-là, on sera au moins assuré d'avoir des réponses qui viennent de partout. Il n'y a pas de discrimination. Tout le monde qui a quelque chose à proposer est le bienvenu. Et là, on va voir comment les Congolais réfléchissent par rapport à cette question. Parce que moi, je considère que c'est ça la question fondamentale. Si nous apportons une réponse à ça, ça va nous pousser à nous demander comment y arriver. Parce que pour choisir le meilleur, il faut que ce soit, comme on dit, impair. Donc vous êtes vous-même à même d'avoir cette aspiration, mais vous dites, comme je ne peux pas dire que c'est moi le meilleur, mais que ce soit mes pairs qui disent qu'effectivement, je suis le meilleur parmi les autres.
Donc à ce moment-là, on est sûr qu'à tous les niveaux, même au niveau de la commune, au niveau du quartier, les citoyens pourront se dire, dans notre quartier, pour diriger notre quartier, je crois que c'est tel. Même dans les facultés, quand vous sentez que les cours tels qu'on les donne, c'est pas normal, Ouais. eh ben vous vous mettez ensemble pour dire non, nous proposons, d'après nous, que ça s'oriente plutôt de telle manière, de telle manière. Et Norbert Yamba, pour vous, et c'est important, quelques téléspectateurs nous ont appelés pour nous dire l'esprit congolais complètement perdu, il faut retrouver cet esprit. Expliquez-nous ça. Merci. Merci. Avant de répondre à cette question, je voudrais rassurer les téléspectateurs par rapport à l'inquiétude à l'époque du président Kabila, qui estimait qu'il n'avait pas réussi à changer les Congolais. C'est vrai, il peut avoir raison lorsqu'on regarde les comportements des uns et des autres. On a comme l'impression que les gens n'ont pas encore pris conscience de ce que représentent les défis que nous avons pour relever notre pays. Mais là aussi, c'est un problème aussi du déficit de communication. Le leadership doit être en mesure d'avoir une offre politique, une proposition pour sa société. Et donc, il doit être au devant de la scène pour communiquer, pour que véritablement cette position soit partagée. Et s'il n'a pas la possibilité d'impacter ses concitoyens pour qu'ils changent, c'est vrai qu'on ne peut que le regretter. Et là, des deux côtés, il faut quand même que chacun puisse regarder sur le miroir pour dire, est-ce que j'ai fait ma mission? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais apaiser le maître Magala, lorsqu'il parle de la Chine, qui a fait le développement de son pays sans avoir pratiqué la démocratie. Et c'est là justement le problème, maître Mangala. Parce que nous avons cru que la démocratie est une notion universelle, mais la pratique démocratique que nous faisons, c'est une pratique occidentale. Et il est démontré aujourd'hui par des savants contemporains occidentaux, dans la théorie de la complexité, pour dire chaque espace, chaque territoire, chaque géographie, chaque historicité a un modèle qui a gouverné ses ancêtres et qui peut être considéré comme une fondation avant véritablement de construire les greffons culturels ou démocratiques. Il me semble que nous avons copié textuellement ce que l'Occident a fait et nous ne sommes pas interrogés. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont existé il y a de cela 37 000 ans, sans être en contact avec l'Occident. Comment ils gouvernaient? Comment ils travaillaient? Au XIIIe siècle, Soudata Keïta avait mis en place la charte des droits de l'homme, qui aujourd'hui est copiée par les Occidentaux. Pourquoi nous ne pouvons pas interroger ce que faisaient nos ancêtres, pour que nous puissions construire un mode de gestion qui correspondrait à notre situation et qui aurait moins de problèmes? Maintenant, vous voyez, on fait la démocratie. À la fin de chaque élection, toujours des conflits, toujours des tensions, des guerres récurrentes, etc. Nous devons nous poser des questions par rapport à ça. Aujourd'hui, ce n'est pas véritablement 90% de notre peuple qui est impliqué dans la démocratie. C'est plus de 2-3 qui comprennent un peu les mécanismes de la démocratie. Et quand on interroge notre âge culturel, on a l'impression qu'on n'y est pas. Mon ami Maurice disait toujours, il faut une démocratie, je ne sais pas le terme qu'il utilisait, tropicalisée. Participative, mais en faisant la sélection. Parce qu'on ne peut pas, quelqu'un, ignotini la cupido, celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Il y a des gens qui font des choix parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire comme choix, même dans la ville de Kinshasa. Donc, les Chinois ont compris ça, et les Chinois ont interrogé véritablement leur environnement, et c'est comme ça qu'à un moment donné, ils ont compris qu'ils ont été foutus à la merde par la religion, l'école, les institutions occidentales. Ils ont chassé les pasteurs, ils ont chassé les imams, ils ont chassé les prêtres et ils se sont réconciliés avec leur environnement. Ils ont produit leur modèle démocratique. Et donc, la démocratie, ce n'est pas
seulement celle qui est occidentale. Et les occidentaux ont donné l'impression que leur civilisation, leur démocratie est universelle. Non. Aujourd'hui, Edgar Morin démontre très clairement, il est un Français d'origine juive. Il dit, il n'en est pas question. Chaque groupe, chaque espace doit avoir véritablement sa fondation. Cependant, les Indiens ont tenté, ils en sont là où ils sont, les Chinois, etc. Et aujourd'hui, même les Latino-Américains sont en train d'y travailler. Alors, pour revenir à la question, l'esprit. Vous savez, M. Kibambi, c'est vrai que notre initiation, parce que ce soit l'enseignement c'est une initiation. Quand vous allez à l'école, c'est une initiation. Quand vous êtes dans la famille, c'est une initiation. Et donc, nous avons connu une initiation. Une initiation de nos ancêtres. C'est comme ça qu'à un moment donné, dans un village, vous avez des chasseurs. Ces chasseurs ont été initiés. Ce n'est pas tout le monde qui est chasseur. Vous avez des éleveurs, vous avez des agriculteurs, vous avez. Ce sont des initiations. Et qui répondaient à une logique du terroir. Alors, maintenant, l'initiation qui est la nôtre aujourd'hui, qui est fondée sur la modernité, encore que ce sont des écoles importées qui fabriquent véritablement des chômeurs de luxe, nous donne des enseignements qui nous permettent de répondre à nos préoccupations. Et c'est comme ça que, généralement, nous avons été fabriqués par rapport aux besoins véritablement de l'Occident. Les routes, vous voyez ce qui sont choisies simplement parce qu'on sait que les produits vont passer par là et ils vont arriver. Alors l'esprit devient de plus en plus important aujourd'hui parce que le type d'enseignement qui nous a été donné est compartimenté à deux phases. Il y a la première phase qui est la phase théorique. Deuxième phase, la phase pratique. Mais il reste une phase importante qui est la phase spirituelle, l'authenticité spirituelle. La spiritualité nous permet d'être vigilants, d'ouvrir les yeux, d'être en connexion avec notre environnement et d'avoir la capacité de les transformer. Mais nous sommes restés, et tous les universitaires dont on parle, ils bloquent la théorie, ils pratiquent, mais il y a la dimension spirituelle qui nous donne le caractère de transformer notre environnement. Oui, je voudrais justement vous interrompre pour que ça ne paraisse pas, ça ne vous donne pas l'impression de soliloquer. Le travail est difficile, vous savez pourquoi? Parce que justement, la différence entre ce qu'on a fait chez nous et ce qu'on a fait à l'extérieur, c'est vrai quand vous allez en Europe étudier, vous voyez nos amis d'Afrique de l'Ouest qui parlent de leurs ancêtres. Ici, on a fait table rase. On a même dit à nos intellectuels qu'il fallait renier cette culture. On a honte de notre culture. Alors, ce travail sera difficile à faire, je ne dis pas impossible. Mais pourvu que nous puissions tous prendre à bras-le-corps l'importance de cette culture, il faut l'aimer, il faut aller la chercher, le travail sera difficile. On n'a pas l'impression, c'est pas parce qu'il sera difficile qu'il faut abandonner. On n'a pas l'impression. Il faut poser des jalons, M. Kibambi. Oui. Il faut poser un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Si à un moment donné, la Chine aujourd'hui a construit sa démocratie, la démocratie à la chinoise, qui n'est pas occidentale et qui donne des résultats au même titre que les occidentaux, aujourd'hui ils sont en train de le regretter. Ils disent mais les Chinois ont inventé un autre modèle différent de nôtre. Pourquoi nous ne pourrons pas le faire? Et j'ai entendu des gens comme Atan Elzer, vous connaissez, c'est un journaliste qui est très engagé pour la question de l'Afrique, etc., qui dit attention, dans 30 ans, les Africains peuvent inventer leur modèle. Oui, c'est difficile. Mais comment on y est arrivé en Chine? Simplement parce qu'il y avait un leadership transformationnel. Et c'est Mao Tse-tung qui commence déjà par une révolution paysanne en 1929 et qui remonte à 1949 avec la révolution culturelle, etc. Et qui a inoculé un esprit dans le chef, ses différents compatriotes qui l'encadraient. Et on a vu ça, M. Kibambi, au Botswana, en Afrique, où quelqu'un qui arrive, il dit, écoutez, il faut restituer la République aux citoyens, il faut restaurer la conscience historique, il faut rétablir l'identité culturelle pour que ça devienne la base fondamentale de notre action. Aujourd'hui, le Botswana est en train d'avancer. Ça n'empêche pas que nous puissions faire un grand fond culturel avec ce qui vient de l'extérieur, mais qu'on trouve notre enracinement, qu'on trouve notre particularisme. Notre authenticité, on l'a essayé avec le Mais il faut un leadership qui a une vision, qui voyage dans les temps et qui implique tout le monde autour de cette façon de faire les choses. Merci, même si ce leadership peut être alimenté par les autres intelligences pour essayer ensemble de voyager dans le temps d'abord et de trouver cette fondation. On va mettre vos propos
sous-analyse du plus jeune d'entre nous, Maître Magala. J'apprécie beaucoup parce qu'au lieu de me rassurer, il a plutôt apporté beaucoup d'eau à mon moulin. Très bien. Nous disons la même chose. Mais la question ici, souhaitons-nous changer? C'est ça la première question. Est-ce que nous souhaitons changer l'homme congolais? Est-ce que l'homme congolais veut changer, accepte le changement? Voilà, c'est-à-dire que tout le monde parle changement, mais quand il faut s'y engager, il n'y a plus personne. Il parle de leadership, mais je suis d'accord. Vous voyez, on a fait 37 ans avec le maréchal Mobutu. Il y avait 200 personnes qui dirigeaient le pays. C'était entre eux que ça se passait. Et le reste, on était en train de contempler. Ceux-là, ils ont souhaité les changements quand? Mais ils n'en veulent pas. Ils n'en voulaient pas. Et c'est ça, là, ils n'en voulaient pas, merci beaucoup. Et c'était ça le leadership, le leader entre guillemets. On a changé, on est passé sous musée. On a vu des signes que c'était possible. Même si c'était des fois par le fouet. Et puis on est rentré à l'époque actuelle. Rien que ce qui se passe nous montre suffisamment que les gens ne veulent pas changer. Même en fait, ce que la situation arrange ne veulent pas changer. Voilà, c'est-à-dire que du moment que ceux que nous sommes censés appeler leaders ne veulent pas nous engager sur cette voie-là, du moment qu'ils sont satisfaits de la situation. Et quand on les bouge un peu, ils ne sont pas contents. Mais c'est un problème. C'est un problème et ça s'observe même dans nos familles. Je suis désolé, commençons par là. Vous voyez déjà dans nos familles ici, à Kinshasa, les familles les plus huppées, les enfants ne parlent que français et anglais. Demandez-leur de vous parler dans votre langue maternelle. Mais il n'y a pas. Tout le monde estime que c'est ça l'évolution. Que les enfants ignorent leur langue du moment qu'ils parlent occidental. Les problèmes commencent là. Nous avons une population à plus de 70% de moins de 21 ans. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Quelle vision ils ont du pays? Quel exemple ils ont hérité? Mais non. Toute cette population est en train de lorgner soit vers la société mouvante ici, soit vers l'Occident. Il n'y a pas de modèle. Il a parlé tantôt d'école, mais c'est vrai. Quelle école nous avons? C'est une école non seulement occidentale, mais une école qui apprend aux gens à n'être qu'employés, à être subalternes. Il y a un problème. Même ceux qui ont fait l'université, ils ont fait l'université, on ne leur a pas appris à créer des emplois. Je suis désolé. J'ai un diplôme de droit. Personne ne vous apprend comment gérer un cabinet d'avocat. On apprend sur l'État. On voit comment faire. Ce n'est pas normal. On a une tendance à avoir des écoles qui font l'économie, la médecine. Mais les écoles de métiers qui devaient nous aider à aller de l'avant, il n'y en a pas. Donc c'est ça la première question. Est-ce que nous voulons changer? Est-ce que l'homme congolais veut changer? Premier problème. Deuxième problème. On ne fait que pointer, c'est la faute des autres. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? C'est-à-dire, je prends un exemple, on dit, bon, si un fonctionnaire pouvait avoir 500 $, c'est bien. Mais prenez votre employé à la maison, vous le payez combien? Votre domestique, votre sentinelle, vous payez combien? Parce que c'est votre fonctionnaire. Donc, la faute n'est pas qu'aux autres. À un moment, ça doit revenir chez nous. Nous qui avons cette tâche-là de conduire la population qui vient avec nous. Comment nous traitons ceux qui doivent traiter les autres? Donc, il y a ce problème-là. On doit aussi prendre la responsabilité de nous, entre guillemets, élites. Qu'est-ce que nous faisons pour aider l'homme? Donc la remise en question de Mabikaka, la fameuse remise en question. Oui, j'ai bien compris ce que Maître a dit lorsqu'il se demande si nous voulons vraiment changer. Moi, à cette question, je suis tenté de répondre par la positive. Pourquoi? Parce que quand on prend deux moments de notre histoire, en 60, on sait que les Congolais, d'après ce qu'on leur avait dit, on leur a dit que l'indépendance était un saut qualitatif. Donc, à un moment de l'histoire, tout le monde voulait ça. Et le leadership qui est sorti des urnes
était celui qui représentait le mieux cette volonté de changement. Mais en réalité, l'élite qui était autour de ce leader ne voyait pas le changement de la même façon. Le changement, pour la grande majorité de cette élite qui accompagnait le leader en pointe à l'époque, Patrice Lumumba pour ne pas le citer, voyait plutôt des changements pour eux-mêmes, pour être aussi comme le blanc, sa belle voiture, etc. C'est comme ça que Lumumba, peu de temps seulement après, va se retrouver pratiquement seul. Seul au sommet, mais la base, elle voulait toujours ce changement. C'est l'élite autour qui l'a bloqué. Plus récemment, il y a eu des élections où on disait changement, changement. Et puis finalement, le changement, on ne l'a pas vu. Est-ce qu'on va dire que c'est le peuple qui ne voulait pas le changement, ou c'est l'élite encore au-dessus qui a tripoté pour se retrouver encore comme si de rien n'était? Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que la base, les Congolais, les 90% ou 99% des Congolais, veulent le changement qualitatif depuis toujours, veulent améliorer leurs conditions. Ça, c'est clair, il n'y a pas de doute sur ça. Mais c'est l'élite autour de ceux qui dirigent, ou toute l'élite dirigeante, qui ajuste ça dans le discours, mais qui ne le vit pas ou qui ne veut pas que, effectivement, ça se réalise. Donc, nous devons plus être à l'écoute de cette base-là, qui veut que ça change, et nous accrocher à cette demande qui vient de la base pour dire le peuple veut le changement. Maintenant, comment on traduit cela? Nous qui sommes censés être l'élite, nous traduisons cela par ceci, que le peuple veut que ce soit les meilleurs d'entre nous qui nous gouvernent. Parce que je ne vois pas comment le peuple peut vouloir que les conditions changent sans vouloir mettre les meilleurs. Parce que le patrimoine que nous appelons Congo, c'est ça notre propriété à nous tous. Le peuple veut que ce soit les meilleurs qui puissent le porter, le garder, le faire prospérer. Ça, il n'y a pas de doute. On ne peut pas avoir de doute sur ça. Maintenant, il s'agit de savoir comment on traduit cela dans la réalité politique, dans l'organisation politique, sociale et institutionnelle. Comment on fait pour que désormais, non seulement nos sénateurs, nos gouverneurs de province, nos députés provinciaux et nationaux, tous les dirigeants, je viens de montrer que même dans nos facultés, partout, que ce soit effectivement ce culte du meilleur. Parce que c'est de cette façon-là que nous allons non seulement redresser le Congo, mais que nous allons effectivement reprendre notre leadership au niveau de l'Afrique. Tout simplement. Donc, Bérien Bayamba. Le culte du meilleur, c'est utile. C'est d'ailleurs l'idéal. Mais modeste. Le meilleur ici que nous recherchons, il est fabriqué dans un moule qui ne lui donne pas la possibilité d'être meilleur. Il risque de retomber dans la même situation. Modeste. Il faut aller plus loin, en profondeur. Et en profondeur suppose, comme on l'a dit, la restauration de notre identité. La restauration de notre spiritualité authentique. Les jours où nous comprendrons ça, les jours où nos dirigeants comprendront ça, ils mettront des batteries en marche pour que nous ayons des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi. Parce que Dieu, comme vous le voyez là, il a créé des espaces. Il a donné du génie dans chaque espace. Et il sait que s'il y a un problème qui tombe dans cet espace-là, il a donné toutes les potentialités humaines pour qu'on trouve solution par rapport à ça. Oui, mais M. Yambayamba, vous savez, sur cette même table, nous avions proposé que nous puissions faire une sorte d'identification des valeurs de chaque province, des valeurs de chaque tribu, d'en faire la synthèse pour que ce soit le point de départ de cette impulsion, de ce saut qualitatif vers... et nous avions mis l'accent particulier sur les Nandais qui ont eu une façon de s'organiser pour créer les richesses. On a vu que dans certaines provinces, comme la province du Kasaï, il y a des gens, comment je veux dire... Entreprenants. Chez vous, dans le Sankourou, on a vu des gens
courageux, colériques, tout ça qui peuvent, voilà. Donc faire cette synthèse, et je crois que c'est le travail à faire pour retrouver cet esprit. Tout à fait, il faut y aller dans ces processus-là. Mais il y a eu des tentatives, en fait, qui ont été faites, même si à un moment donné, Maréchal Mobutu a fait 32 ans, mais il a quand même généré, il a voulu fonctionner autrement que les Occidentaux. Il y a eu une tentative lorsqu'il parlait de recours à l'authenticité. Bon, comme nous avons été formés à l'occidental, tout ce qui est perçu en dehors de la matrice occidentale est perçu comme étant quelque chose anormal, une remise en question d'une civilisation qui est mieux placée, etc. Or, cette civilisation a été conçue justement pour nous piéger de manière que nous soyons véritablement sur les bottes des Occidentaux. Laurent Désiré Kabila est arrivé avec le CPP. J'ai même écrit un livre par rapport à ça. J'ai trouvé que c'était génial. Mais personne ne voulait accepter ça. Il veut monter un parti unique. On ne va pas analyser véritablement le soubassement pour comprendre la prise en charge. Par exemple, dans un quartier, dans une commune, dans une ville, etc. Comment ça se fait? L'homme a démontré cela, mais ça n'a pas été pris en charge par les intellectuels. Oui, mais parce qu'effectivement, chacun a son école. Si on va dans une autre direction, c'est-à-dire on renie toute cette culture que vous avez accumulée, c'est donc l'égoïsme aussi du Congolais. Mais à quel prix? À quel prix? Mais il faut payer droit à la contestation. Regardez combien de gens. Tout à l'heure, à Maître Koutchapo, il venait de l'Europe pour une formation. Bon, nous n'avons pas de choix, nous devons y aller. Bon, ça nous permet véritablement aussi de rafraîchir la mémoire et de voir qu'est-ce que font les autres. Et nous pouvons de nous aliéner davantage. Enfin, je blague. Tout à fait. Bon, on peut désaliéner à partir d'une expérience. Voilà, les Chinois sont haut avancés. Pourquoi? Mais c'est Kibambi, parce qu'ils ont utilisé la méthode de la machine inversée. Quand les Américains fabriquent des technologies, ils viennent, ils demandent, ils analysent, et le haut, ils placent les bas, et les bas vers le haut, et ils disent, moi, ils ont inventé leur technologie. Jusqu'à ce qu'ils ont stabilisé véritablement les technologies. Aujourd'hui, ils en ont 550 technologies contre 450 pour les Américains. C'est que très clairement, on peut aussi s'inspirer des autres. Encore qu'il faut avoir une fondation, parce qu'ils s'inspirent de leur capacité de spiritualité authentique. Je voudrais également dire que on est en Europe, on étudie, on termine. On a été même là où on a étudié comment monter des technologies, comment monter des industries, etc. Mais quand on finit, on a sa farde de chemise avec son CV, on est en train de chercher du travail. C'est comme si on a fini ici. Or, quand vous êtes, par exemple, des jeunes gens qui sont dans la numérisation, dans la digitalisation, ils vous créent des entreprises, et ceux qui sont dans le domaine agricole, ils vous créent des entreprises dans ces domaines, ils créent des entreprises pour des jus, des oranges, etc. Nous, c'est pas ça. Nous, bloquer, avoir un diplôme, chercher du travail. Or, vous vous trouvez dans une situation... Oui, au lieu d'en créer. Et vous vous trouvez dans une situation où... Vous êtes bloqué. On est bloqué parce que non seulement l'environnement n'est pas propice, mais la capacité, les temps pour être véritablement la garantie, pour donner la possibilité aux uns et aux autres de se mouvoir. Il dit non, je vais résorber le chômage. Vous résorbez le chômage comment? S'il n'y a pas des entreprises qui absorbent le jeune, etc. Au moment surtout où on parle de la libre-échange, qu'est-ce que nous allons échanger avec les autres pays? C'est peut-être une motivation, un élan, une émulation pour ne pas rester bras croisés avec la libre-échange. On va nous envahir, mais nous pouvons nous aussi décider. Ce sont des opportunités, on appelle ça en économie des externalités positives. Donc, nous sommes des paresseux, nous sommes des entatistes, et bien bon voilà, parce qu'il y a libre-échange, nous risquons d'être absorbés, ça peut donner une nouvelle motivation pour que les gens mettent en route des nouvelles stratégies innovantes qui permettent de relever les défis. Dire que nous sommes des paresseux, c'est une autoflagellation que je n'accepte pas parce que c'est peut-être parce que certains voudraient se cramponner à leurs intérêts qu'ils ne donnent pas l'ouverture aux autres. Maître Magala. Merci beaucoup. J'ai aimé ce qu'a dit tantôt M. Yamba. Si on vante la Chine aujourd'hui, tous les mérites de la Chine revient aux leaders chinois. Ils ont compris, ils ont décidé de faire. C'est-à-dire, même en imitant ce qui se fait en Occident, ils sont restés eux-mêmes. Il n'y a pas de maximes chinois ou de Louis Ils sont restés, ils ont gardé leur identité. Premier problème.
Quand je dis crise de leadership, vous voyez ce qui se passe chez nous. Dès qu'on fait partie de la nomenclature ici, qu'est-ce qui se passe? Les enfants étudient en France, où ils apprennent quoi? Nos ancêtres les Gaulois. Vous voulez que... Qu'est-ce qui va les lier au pays? Un enfant qui a commencé sa maternelle en France, où il ne connaît rien du pays, on lui apprend que ses ancêtres sont les Gaulois. Quand il rentre ici, il a quelle identité? Mais c'est cette identité qu'il faut forger. Mais justement, voyons, prenons exemple sur ceux qui ont fait. La Chine, j'ai dit, il n'y a pas de Japonais qui s'appelle Louis. Vous voulez qu'on rentre à l'authenticité. Mais c'était une bonne chose ce que faisait le maréchal. Parce qu'il y a des concepts qui ne peuvent être expliqués que dans l'authenticité, dans sa langue maternelle. Il y a des choses qui ne passent que par là. C'est-à-dire, la notion du pouvoir, quand elle est expliquée de l'intérieur, c'est très différent de ce qu'on fait à l'extérieur. Et dès qu'on l'a maîtrisé comme ça, c'est comme ça que nous sommes, nous, Congolais. Nous avons une pensée du pouvoir du roi. C'est pour ça que la personne du chef est inviolable, parce que nous avons l'idée du roi en tête. Mais la pratique n'est pas ça. Oui. Mais est-ce que vous permettez qu'on puisse quand même dire que ce qu'a fait Mao Tse-tung est difficile à refaire, parce qu'il y a eu des morts. On est passé par des morts et des gens tués. C'est un sacrifice que le pays a consenti jusqu'à ce que Deng Xiaoping puisse relever la tête pour dire bon, maintenant, ok, c'est bon, suivons, ouvrons-nous. Mais M. Kibambi, rien de grand n'est facile. On ne peut rien faire de grand dans la facilité. S'il faut y aller, il a dû construire un mur pour d'abord séparer physiquement son pays du reste. Il a commencé par là. Et nous devons le faire. Nous avons parlé autour de cette table de réunir, comme vous venez de dire, les qualités provinciales ou tribales de chaque, et mettre tout ensemble. Ça, c'est au cours d'un forum qui est censé être organisé par l'élite. Mais quelle élite nous avons? Aujourd'hui, quelle élite nous avons? C'est-à-dire, avant même la contestation de l'organisation, on n'est pas d'accord sur les valeurs. Quelles sont les valeurs à promouvoir? On n'est pas d'accord. Et ceux qui sont censés avoir cette initiative-là, c'est-à-dire, entre autres, les professeurs d'université, les chefs coutumiers, ils ne regardent pas dans le même sens. Deuxième problème, quand vous voyez notre gestion du pouvoir avec les élections que nous faisons, vous savez que plus on maintient le peuple dans la pauvreté, plus il vote proximité financière. C'est-à-dire que l'idéal de M. Mbonigama ne peut pas être atteint, d'être dirigé par les meilleurs. Parce que là, les meilleurs sont financiers. C'est-à-dire ils ne sont jugés que par rapport à leurs apports au niveau des élections. Quand on doit être élu, il faut donner 5 $ par là. Ça suffit pour être élu. Mais est-ce une élite? Est-ce un méritant? Non. D'ailleurs, l'histoire nous rattrape. On parlait il y a 2-3 mois. On se disait, bon, avec les élections telles qu'organisées, on risque d'arriver à un gouvernement de 70 personnes. Ça nous a rattrapés. Pourquoi? Parce qu'on doit, au lieu de chercher l'élite pour diriger, on doit récompenser le militantisme. Oui. Et ça fausse la donne. Bon, ça fausse la donne. C'est vrai qu'on a suivi un peu la démocratie à l'européenne, mais la démocratie à l'européenne suppose qu'on éduque ces militants, chose que nous ne faisons pas. En tout cas, je ne vois pas beaucoup de partis qui vont vers la formation de leurs militants, ce qui fausse les jeux. Oui. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Maître en disant que la démocratie chez nous risque d'être monnayée. C'est-à-dire vous faire élire parce que vous avez distribué de l'argent. Effectivement, dans les circonstances actuelles que les choses se présentent aujourd'hui, c'est ça la réalité. Mais ce que nous voulons faire, parce que si nous voulons effectivement faire émerger les meilleurs, nous devons dépasser cette situation et faire en sorte que chaque électeur, chaque voix soit une voix en or. Ça veut dire que chaque citoyen, là où il est appelé à voter, il ne peut pas changer de vote pour tout l'or du monde.
il connaît la valeur de sa voix. Et pour ça, il faut le former. Il y a bien sûr la formation, mais il y a un raccourci extraordinaire que j'en parle chaque fois ici, mais apparemment les gens ne comprennent pas ou ne captent pas. Quand je parle de la division du travail, c'est-à-dire que nous avons 40 millions d'électeurs aujourd'hui, il est hors de question qu'on puisse dire, bon, on va d'abord les former, ça prendra combien de temps? Mais par contre... Ou les informer. On peut par contre dire, voilà, ils sont 40 millions, ils sont tous électeurs, mais pas à toutes les élections. Chaque électeur n'est retenu comme électeur que là où il ne peut pas vendre sa voix contre une bière ou un t-shirt. Et effectivement, la théorie de la division du travail permet de placer chaque électeur là où il connaît la valeur de sa voix, où il ne peut pas la monnayer contre 5 $, une bière ou un t-shirt. C'est tout. C'est un raccourci extraordinaire et en plus économique parce que ça permet d'économiser l'argent. Vous n'allez plus avoir 40 millions de bulletins de vote pour tous qui sont éligibles au niveau national, parce qu'ils auront un électorat adapté de seulement 10 millions peut-être. Donc vous voyez que c'est un schéma qui permet de faire un saut qualitatif incroyable et qui plus est très économique. Mais Maître Magala a dit tout à l'heure que quand la population est pauvre, on peut lui demander, on peut lui imposer n'importe quoi. Donc il faut un mécanisme, je ne dis pas que je n'adhère pas à ce que vous dites, mais il faut un travail, en tout cas pour arriver à cet objectif. Vous êtes d'accord avec moi? Un travail qui n'est peut-être pas très important, mais un travail à organiser. Surtout expliquer. Surtout expliquer le mécanisme, que tout le monde comprenne que c'est cela qui permet que les meilleurs d'entre nous émergent. Comme c'est ce que tout le monde veut, je crois que ça ne va pas être difficile. Merci, mais je continue. Oui, avec l'esprit. Hein. Je continue à insister, Modeste, qu'il y a un préalable par rapport à ça. C'est vrai, les meilleurs d'entre nous sont là, mais les meilleurs d'entre nous ont été moulés autrement. Prenez simplement, par exemple... Bon, maintenant, vous allez être concret, maintenant. Oui, oui, oui. Prenons, par exemple... L'école de l'initiation. Prenons, par exemple, vous prenez des universitaires, vous leur donnez des entreprises avec des indicateurs objectivement vérifiables. Et d'ailleurs, ce n'est pas vous. Vous avez écrit plusieurs choses par rapport à cette question. Vous allez voir le résultat. Les résultats des gens qui ont la présomption d'être meilleurs d'entre nous, responsabilisés pour travailler au service de notre peuple, finalement, de très mauvais gestionnaires. J'ai fait moi-même une étude ici. Je trouve dans une commune un prof d'université. Il a la présomption de la puissance du savoir. Je lui pose la question, s'il avait un budget de combien? Il n'avait même pas à l'esprit le budget. Et puis je pose, quels sont les axes directeurs de votre programme? Il n'avait pas ça. Je lui pose la question, combien de décisions avez-vous prises tout au long de cet exercice? Des grandes décisions stratégiques. Il était en train de tituber. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, notre formation ne nous donne pas la possibilité d'avoir le cœur dans l'ouvrage. C'est très important. Et puis, même s'il faut sélectionner, c'est là qu'on doit pouvoir sélectionner. Quel est leur état d'esprit? Quelle est leur spiritualité? Si à un moment donné, Kadhafi avait réussi et que les Occidentaux ont tout crié, dictature, 42 ans, etc. Ah non, il a voulu inventer un modèle. Lisez clairement le livre vert. Vous allez voir que c'est un autre modèle en dehors du modèle occidental. La preuve, c'est que les citoyens libyens vivaient comme il se doit. Mais il a voulu véritablement avoir une fondation. Mais nous, notre problème, c'est que nous voulons faire comme les Occidentaux. Si nous croyons que les Européens peuvent faire mieux que nous, mais donnons les responsabilités parce qu'ils peuvent faire mieux que les plus européanisés d'entre nous. Et ça, Kadhafi ne voulait pas. Et c'est comme ça qu'il véritablement il a été tué. Et puis, nous allons travailler dans notre société. On va choisir. Qui va choisir? Ce sont les citoyens. Parce qu'à différents niveaux d'atterrissage, même ceux qui vont sélectionner en dernière minute, ce qu'on appelle le suffrage indirect, devront être choisis par les citoyens. Il faudrait que les citoyens soient en mesure de comprendre ce que c'est un projet, ce que c'est une proposition, ce que c'est une idéologie, savoir comparer
et sous-peser pour tirer une conclusion et consolider sa conviction. Il me semble qu'on n'y est pas, parce que c'est quelque chose importé. Et nous avons intérêt aujourd'hui. Il y a émergence, en tout cas, de beaucoup de recherches aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, où les gens commencent à construire un enracinement par rapport à leur situation. Donc, je suis d'accord. Et d'ailleurs, vous connaissez que c'est depuis plusieurs années qu'on est avec vous, on est en train véritablement de chercher des modalités pour avoir des meilleurs d'entre nous. Mais après plusieurs enquêtes, plusieurs examens, mais je suis arrivé à dire que le meilleur d'entre nous, cette présomption-là, doit être revisitée. À la sauce congolaise. À la sauce congolaise. Pour que nous ayons des hommes. Comment voulez-vous démocratie, démocratie? Quelle démocratie? Quelle démocratie? Nous avons une démocratie. Chez nous, dans nos villages, Modeste, vous avez écrit, je me rappelle bien, en 97. Vous arrivez dans un village, vous avez un chef. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas très d'accord avec les chefs. Il va construire sa case au bout du village. Et le chef, prenez soin que lorsqu'il y a de ces décisions stratégiques, il dit, allez poser la question à ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons connu une démocratie juste à poser, Mobutu l'avait dit. Mais les collaborateurs qui auraient pu l'aider, n'est-ce pas, à la construction. Et aujourd'hui, quand nous parlons de valeurs, nous ne disons pas que prenez les valeurs et les appliquez. Non, 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 non. Il y a des hommes qui ont la puissance du savoir, qui peuvent théoriser ces valeurs-là, qui peuvent véritablement ressortir plusieurs facettes. Okay. Et ça se fait un peu dans beaucoup de pays, même aux États-Unis aujourd'hui, etc. Nos afro-descendants dans les Caraïbes travaillent systématiquement pour nous aider à la réflexion profonde, de manière à restaurer notre identité culturelle qui a été bafouée et complètement désarticulée, désintégrée par les Occidentaux. Désintégrée, et maintenant, tout en faisant table rase, ce qui nous donnera vraiment de la peine à relier les deux, c'est-à-dire ce que nous sommes et ce qu'était notre société. Maître Magala, pour conclure. Tout à fait d'accord. Donc, je suis d'accord sur l'idée de recréer notre identité, de redéfinir les valeurs qui doivent être les nôtres, et surtout que l'élite, entre guillemets, se remette au travail. Vous savez, tout ce que nous sommes, vous voyez l'histoire récente du pays, où est-ce que vous avez entendu la voix des professeurs d'université pour dire voici un problème de société qu'on doit régler? Où est-ce que les avocats ont parlé pour dire que ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas normal? Où est-ce que les médecins ont parlé pour dire que la saleté dans laquelle nous vivons, voici les solutions? Non. Tout ce qu'on a, ce sont des syndicats qui revendiquent les salaires. Ce n'est pas normal. À un moment, les corporations de ces gens-là doivent se prononcer sur les idées maîtresses du pays. Voici, ce que nous faisons ici, ce n'est pas normal. Voici ce que nous conseillons. Mais non, nous sommes dans un silence effrayant, assourdissant. Ce n'est pas normal. Il faut qu'à un moment, on recrée... En fait, le problème de notre leadership, même intellectuel, c'est un problème d'éthique. Il n'y a pas... Tout le monde court derrière son petit intérêt, et puis bon, on laisse le pays aller à volo. Une phrase. Pour conclure. En une phrase, je crois que cette émission est tellement importante qu'il faut une troisième. Il faut une troisième. Alors, devoir à domicile, maître, Mayamba Norbert, vraiment, de manière concise, faites-nous un travail sur cette identité. C'est important, puisque d'autres y ont réussi. Maître Magala, revenez avec quelque chose de bref. Ainsi, nous informerons de manière efficiente nos téléspectateurs. À vous aussi, je sais que votre cheval de bataille, on se bat depuis des années pour que cette idée puisse véritablement émerger. Venez aussi avec la synthèse de tout cela. Ainsi, nos téléspectateurs seront informés de la manière la plus intéressante. Et vous, ne restez pas scotché seulement devant vos téléviseurs. Interrogez-vous, prenez position par rapport à ce que tout le monde a dit ici et réagissez comme vous l'avez fait la fois dernière. Nous prendrons en compte vos réactions. Merci d'avoir suivi ce numéro et à la prochaine. Merci Maître Magala, merci Norbert Yamba, merci Modeste Bonigaba, merci chers téléspectateurs.